Bonsoir, nous continuons donc notre soirée de l'association VICTA, aide aux femmes victimes de harcèlement moral et de violences psychologiques dans la vie privée ou professionnelle. Je suis Sophie Soriaglo, la présidente de l'association, et derrière la caméra, donc mon amie Françoise Terrier, qui est trésorière de l'association et ancienne amie d'université à la Sorbonne. Françoise, on ne te voit jamais, hein, il faut quand même que, voilà, hein, tu es la réalisatrice donc, de cette œuvre vidéo de l'association tous les mois. Donc nous parlons aujourd'hui des dysfonctionnements de la justice et de se préparer donc à une expertise psychologique ou une enquête sociale, voire une mesure d'AEMO, assistance éducative en milieu ouvert par les services sociaux. Donc, et nous le faisons dans le contexte donc, de la demande à la France que fait l'association VICTA, que l'État français fasse appliquer, ou applique plus exactement, donc la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection, la prévention et la lutte contre la violence envers les femmes et la violence domestique, c'est-à-dire également sur les enfants. Donc il y a beaucoup de dysfonctionnements dans les enquêtes sociales et l'expertise psychologique ou psychiatrique et donc l'action des services sociaux dans les familles, notamment en contexte de violence conjugale, que ce soit physique ou psychologique. L'homme violent n'est pas mis à distance, il garde accès aux enfants. Et nous protestons vigoureusement contre cette façon de traiter les violences dans la famille qui est contraire à la Convention du Conseil de l'Europe. Alors comment effectivement l'enquête sociale ou l'expertise psychologique ou psychiatrique peuvent enfoncer la victime au lieu de l'aider? C'est tout simplement parce que tous ces gens-là ne sont pas formés à la détection des violences et à la mise à distance du parent violent. Alors il faut quand même savoir que l'article 373-2-11 du Code civil, je vais reprendre mon livre où j'en parle pour le relire, détermine en fait comment le juge aux affaires familiales va se prononcer sur ce qu'on appelle en fait les modalités d'exercice de l'autorité parentale, c'est-à-dire en fait la garde des enfants. Donc il va se baser sur, premièrement, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure. Deuxièmement, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, donc j'abrège, je résume. Donc ça veut dire c'est l'audition des enfants par le juge. L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Hein, donc il ne faut pas dénigrer l'autre parent, il ne faut pas empêcher que l'autre puisse exercer son autorité parentale. Quatrièmement, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte éventuellement notamment de l'âge de l'enfant. Donc là c'est des expertises psychologiques ou psychiatriques, mais ça peut être d'autres expertises éventuellement. Et voir Maître Trive qui en a parlé tout à l'heure dans la vidéo précédente. Et cinquièmement, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes ou contre-enquêtes sociales. Et sixièmement, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Donc c'est ça qui est très important, c'est d'arriver effectivement à prouver les violences physiques ou psychologiques et qu'elles puissent influer dans la protection des enfants victimes pour limiter l'accès du parent violent, en général le père, aux enfants témoins ou victimes de la violence. Et c'est malheureusement cette disposition de la loi qui n'est pas suffisamment appliquée, notamment d'ailleurs à travers les enquêtes sociales et les expertises psychologiques, où le juge en fait va se défausser pour que ce soit finalement les experts qui décident en quelque sorte à sa place. Comme ça, voilà, il ouvre le parapluie et voilà. Donc moi je ne suis pas avocat, hein, je précise bien, je suis coach juridique et spécialisé dans l'accompagnement et l'aide aux victimes depuis plus de 10 ans, et je suis coach certifié depuis 20 ans. Alors que va faire quand on se retrouve avec des experts psychologiques ou des enquêteurs sociaux, des assistantes sociales, qui vont rencontrer un pervers narcissique, comment ça se passe, Ça, il va se passer la chose simple, très simple, hein, c'est que tout simplement, excusez-moi, il y a du bruit dans la salle, ça me déconcentre, il y a du bruit au-dessus. Donc, en fait, le pervers narcissique va se venger de la séparation. Il va se venger du fait que la femme ne veut plus être victime et a demandé le divorce, et il va vouloir lui prendre les enfants et la faire payer elle-même une pension alimentaire d'ailleurs au passage, et il va vouloir se venger en fait sur les enfants eux-mêmes, et il va effectivement discréditer la femme victime auprès de tous les intervenants de la chaîne judiciaire qui eux ne sont pas formés, Donc qu'est-ce qui se passe? Ces intervenants ne sont pas formés. Hein, le pervers narcissique va pouvoir manipuler et instrumentaliser les juges, les intervenants sociaux, les psychologues experts judiciaires,
Ces intervenants ne sont pas formés. Et donc souvent d'ailleurs les enquêtrices sociales et les psychologues judiciaires sont des femmes. Hein, c'est une profession qui est très féminisée, donc elles vont tomber effectivement sous le charme du manipulateur. Il y a aussi beaucoup de conflits d'intérêts dans les petites villes où tout le monde se connaît. Hein, j'ai déjà eu des cas. Donc si monsieur le manipulateur a effectivement une certaine notoriété, s'il est un notable, hein, on ne va pas vouloir le contredire et on va lui faire une expertise ou une enquête merveilleuse pour lui. D'accord ? Mais enfin, il y a tout un ensemble en fait, de circonstances, hein, qui font que tous ces pervers narcissiques et manipulateurs ne sont donc pas diagnostiqués par la justice. Sauf si effectivement on a un très bon avocat qui démonte les mensonges et aussi qui n'a pas peur, hein, du père violent manipulateur. Hein. Voilà, ça c'est aussi très important, hein, parce que les avocats non plus, hein, dans la grande partie des cas, ne sont pas formés. Voilà, donc nous heureusement à Victa, on a un très très bon avocat qu'on conseille à tout le monde. Voilà, Philippe, je fais votre pub, mais vraiment en toute indépendance, hein, puisque je n'ai pas de pourcentage sur vos affaires. Alors, ensuite, comment se comporte donc le pervers narcissique ou le manipulateur avec les intervenants extérieurs? Donc, je reprends ma feuille et je me reconcentre puisque le bruit s'est arrêté. Alors, le manipulateur va discréditer la victime en tant que mère et en tant que femme. Il va la caricaturer, il va dresser un portrait affreux de la victime en l'accusant de ce qu'il fait lui-même, par mécanisme de projection. Il va l'accuser de faits imaginaires pour se dédouaner et faire oublier ses torts à lui, hein. Par exemple qu'il est violent, il va dire que la mère est folle, etc. Donc, j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, hein, monsieur est parfait, madame est folle. Donc il va mentir évidemment sur la victime, il va donner en même temps une vision idéale de lui-même, qui est bien entendu aussi mensongère, d'accord ? Alors quelles sont les accusations du manipulateur ou pervers narcissique donc envers la victime? Quand il va rencontrer les enquêteurs sociaux, quand il va rencontrer l'expert psychologue, il va monter tout comment dirais-je, une sorte de mécanisme, enfin de légende en fait, hein, de mythe, voilà, je peux plutôt dire ça comme ça, pour effectivement la discréditer, la dévaloriser et la caricaturer. Alors soi-disant, donc d'après lui, il va dire qu'elle veut le priver de ses enfants, priver c'est un grand mot, hein, de ces types-là, ou qu'elle veut priver les enfants de leur père. Ça c'est si la mère demande l'éloignement et la limitation donc, des droits de visite du père, parce qu'il aurait été violent et qu'elle a peur pour ses enfants. Hein. Et j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, donc 40 à 60% des maris violents sont aussi des pères violents, selon l'UNICEF. Donc c'est une étude très sérieuse officielle qui est sortie en 2003. Alors il va dire aussi qu'elle est folle, que c'est une manipulatrice. Il ira même jusqu'à inventer des pathologies psychiatriques. Il dira qu'elle est alcoolique, droguée, traumatisée aussi dans l'enfance. Donc votre passé va effectivement se retourner contre vous. Et il va se présenter lui comme la victime et il va faire alliance donc, avec les intervenants extérieurs de la chaîne judiciaire pour que justement, en se présentant comme victime, il le croit et il prenne sa défense. C'est ça le grand principe que vous devez connaître, vous en tant que victime, donc nos adhérentes ou nos téléspectatrices, si on peut dire, sur YouTube. Voilà, hein, donc il faut que vous fassiez très attention, demandez une enquête, une enquête sociale ou une expertise psychologique peut se retourner contre vous à cause justement de tous ces mécanismes que le manipulateur maîtrise parfaitement et que vous ne maîtrisez pas du tout et dont vous n'êtes pas du tout au courant qu'il va le faire. C'est pour ça aussi que nous faisons cette vidéo, ces 3 vidéos d'ailleurs, hein, donc pour donner cette information, hein, toute cette information globale, hein, parce qu'il y a la première vidéo donc, de Caroline qui a perdu la garde de ses enfants dans ce contexte-là, la deuxième vidéo donc, de l'avocat personne ressource bénévole de l'association Victa, Maître Philippe Autrive, et donc là cette vidéo moi que je fais donc, pour expliquer l'ensemble du contexte, d'accord ? Donc il va continuer effectivement donc le manipulateur va continuer dans les accusations, donc en se présentant comme victime. Alors c'est juste parce qu'il se venge en fait du divorce et de la révolte, hein, donc de la victime, mais il va dire que elle se venge du divorce. Alors la plupart du temps c'est elle qui a demandé le divorce, hein, dans 73% des cas, ou 80% même les divorces sont demandés par la femme. Hein. Donc, mais il va quand même pouvoir dire qu'elle se venge du divorce et qu'elle veut le détruire, etc. Donc il va complètement inverser donc, la situation. Et ça va être très difficile de montrer en fait que c'est faux et qu'il ment. Il va aussi accuser la femme de trop travailler, de ne penser qu'à sa carrière. Donc sous-entendu, c'est pas la bonne mère de famille, la bonne ménagère soumise qui reste à la maison et tout, donc on n'a pas le droit d'avoir une carrière.
Hein, il va dire aussi, bien entendu, que c'est une mauvaise mère. Elle ne fait que des surgelés à ses enfants, elle ne fait pas la cuisine avec les petits plats tous les jours, avec les légumes frais, les produits frais, etc. Et elle ne pense qu'à l'argent, bien entendu, forcément, elle a demandé une pension alimentaire, voilà. Hein, donc quand au pervers narcissique, il est innocent, il n'a jamais rien fait, et c'est la mère qui est mauvaise. Alors comment ça se traduit dans les dossiers remis donc, par les experts à la justice? Alors malheureusement, les experts ne sont pas neutres et objectifs. Ils n'ont pas suivi la moindre formation à détecter la violence psychologique, le harcèlement moral et les accusations stéréotypées des manipulateurs pervers. Ces accusations sont toujours les mêmes, on vient de le voir à l'instant. Et ça, je peux vous le dire, c'est pas mon imagination. J'ai lu des dizaines et des dizaines d'enquêtes sociales et d'expertises où effectivement donc, les mères sont traînées dans la boue par un manipulateur et que le pervers narcissique ou manipulateur fait alliance avec l'expert et les services sociaux qui tombent complètement dans le panneau et qui répète comme parole d'évangile tout ce que monsieur, entre guillemets, jargon juridique, a dit. Hein. Donc les mécanismes de toutes ces accusations ont été, et d'ailleurs de l'alliance donc, de l'homme, du conjoint violent avec donc, les intervenants. Donc ces mécanismes ont été étudiés par des psychologues et des sociologues au Canada et ça s'appelle le processus de la domination conjugale. Voilà, et vous pouvez donc chercher ça sur internet par Google et vous allez le trouver. Et vous verrez, il y a toutes les accusations, c'est vraiment, on a absolument tout dedans. Et d'ailleurs, les magistrats et les experts psychologues et autres enquêteurs sociaux et enquêtrices devraient être formés à ce mécanisme-là pour éviter de tomber dans le piège. Alors, il faut bien comprendre que le pervers est de mauvaise foi, il n'est pas dans le déni. Hein, comme on dit souvent, il est dans le déni. Non, non, pas du tout. Il sait très bien ce qu'il fait. Il ment. Il ne va pas se faire expertiser lui-même, en réalité. Il va faire expertiser la victime par l'expert ou l'enquêteur sur la base de ses mensonges à lui. Et donc, il va complètement mettre sous emprise, en fait, les intervenants judiciaires. Il va essayer de le faire avec les juges, mais si vous avez un bon avocat, on pourra le démonter. Hein, donc, puisque j'accompagne, moi, en fait, les victimes, hein, donc, au montage des dossiers, à l'argumentaire et tout. Et donc, on va avoir une expertise, encore une fois, ou une enquête sociale qui est complètement faussée. Hein, les intervenants, donc, appelés par le juge à la rescousse hein, pour donner, soi-disant, une meilleure justice, vont être complètement sous l'emprise du manipulateur et vont répéter, je dirais presque comme des perroquets, tout ce que, effectivement, le manipulateur raconte comme horreur sur vous. Voilà. Et vous, si vous essayez de vous défendre, ah bah elle est paranoïaque, elle s'imagine qu'on lui en veut, elle n'a pas pardonné au père, enfin, etc. Et il faut effectivement que ce soit la femme, en fait, qui répare la relation, hein, qui n'est pas du tout vue comme de la violence, mais qui est vue comme un conflit. Hein, ça doit être elle qui va réparer la relation et qui est responsable, en fait, hein, que si ça continue à aller mal. Donc on est complètement dans un monde à l'envers, et c'est pour ça justement que je dénonce tout ça, et que j'attire l'attention donc du Conseil de l'Europe sur toutes ces dérives qui sont absolument inadmissibles par rapport aux droits des victimes. Alors, reprenons sur ce que j'avais prévu et noté. Alors, donc l'expert ou l'enquêtrice vont croire effectivement les mensonges du pervers et ne vont pas croire la victime, soit quand elle viendra les voir ou qu'ils iront la voir, ou s'ils ont déjà vu le pervers avant. Hein. Là, on a beaucoup de cas où madame arrive après monsieur, et donc l'expert ou l'enquêteur, l'expert psychologue ou l'enquêteur social, l'enquêtrice sociale s'est déjà fait une idée, et tout ce que pourra dire madame ne pourra que conforter, voilà, on va dire qu'elle est méfiante, enfin bon, je vous invite à voir la vidéo tout à l'heure de Caroline, donc, qui est passée malheureusement par tout ça, qui était en état de choc, et rien que d'en parler, elle est dans la salle là, je vois qu'elle est encore complètement bouleversée. Voilà, avec vous Caroline, on est avec vous. Alors, dans la mesure où le juge va déléguer cette décision aux experts, voilà le contenu des rapports qui peuvent faire perdre la garde à la mère, hein, parce que c'est ça en fait le plus grave. Hein, donc c'est effectivement qu'à la suite de ça, puisque l'expert psychologue ou l'enquêtrice sociale va aider en fait le juge à prendre sa décision, parce qu'il ne sait pas trop, chacun des deux parents accuse l'autre, etc. dans le cadre du divorce ou de la séparation, avec évidemment, bien entendu donc, les décisions très graves à prendre pour la garde des enfants. Et donc on va se retrouver donc, suite à toutes ces accusations-là, avec des accusations des experts, bien entendu, qui vont expertiser la mère, hein, de manière complètement hallucinante, hein, voilà. Et quand donc la mère victime hein, de violences conjugales, physiques ou psychologiques ou de harcèlement moral, va être en état de choc total quand elle va lire ça. Hein, donc voilà ce que je peux donner comme résumé, ce que j'ai pu lire dans un certain nombre d'enquêtes sociales et d'expertise psychologique. Hein, donc quand le père est violent, ils vont dire que la mère dénigre le père. On n'a pas le droit de dire qu'il est violent, on dit du mal de lui.
C'est la vérité. Donc qu'est-ce qu'on doit dire? Il m'a tapé. Non, 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 il m'a pas tapé, il est merveilleux, il est formidable. Voilà, donc on se retrouve complètement dans un truc, une situation, je veux dire, psychologiquement, même logiquement, totalement aberrante. Hein, donc voilà, on n'a pas le droit de dire qu'il est violent, parce que sinon, on le dénigre. Alors sinon aussi, si la mère demande à ce que la justice ou la société, les services sociaux, etc., ou même d'ailleurs l'expert psychologue, protègent les enfants en limitant les droits de visite, hein, donc ils vont dire que la mère est toute puissante et qu'elle veut évincer le père. Ils ont un discours, hein, c'est codé, on peut reprendre, c'est comme un logiciel, on dirait qu'ils ont du copier-coller. D'ailleurs, dans certains cas, ils ont du copier-coller. Ensuite, on a aussi, et ça, Maître Autrive en a parlé tout à l'heure, la mère trop fusionnelle quand elle veut protéger les enfants, en limitant les contacts avec le père. On n'a pas le droit d'aimer son enfant. On le laisse, bah, il va se faire taper, c'est pas grave, obéissons au juge. Alors ensuite, on a aussi la théorie, elle reporte ses angoisses sur les enfants. Ça, c'est quand l'enfant ne veut plus aller voir le père manipulateur qui le maltraite. Donc, on va dire que c'est la mère, en fait, qui pousse l'enfant à ne pas y aller, et que c'est qu'en fait, il lui arrive rien à cet enfant. Mais que c'est la mère qui l'a complètement formaté. Elle reporte ses angoisses sur lui, ou sur, voilà, elle est accusée de projection. Ensuite, on a aussi, on en a parlé tout à l'heure, le syndrome de Munchausen par procuration. Hein, quand l'enfant donc est souvent malade et que la mère l'amène de manière tout à fait normale chez le médecin, eh bien non, il n'est pas malade, il ne faut pas l'amener chez le médecin. La mère imagine, elle fait exprès lui d'inventer des maladies pour se faire remarquer en allant chez le médecin et prouver qu'elle est soi-disant une bonne mère. Parce qu'évidemment, monsieur le manipulateur dit qu'il ne faut jamais emmener l'enfant chez le médecin, il vaut mieux le laisser malade dans son coin parce qu'il n'a pas envie de s'en occuper. Hein, donc voilà. On a aussi le nomadisme médical, quand l'enfant est vraiment malade, donc que la mère l'amène chez plusieurs spécialistes jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'il a, je veux dire tout parent normal bien entendu le fait. La mère est accusée de nomadisme médical, ça j'ai entendu aussi. Alors on a aussi le syndrome de Médée, mais ça j'ai oublié ce que c'est dans tous les trucs délirants, je crois que c'est la mère qui veut tuer ses enfants, hein. Mais j'ai pas eu le temps de rechercher encore, mais je l'ai vu ça aussi. Et on a bien entendu la femme manipulatrice, dangereuse et toxique pour les enfants, hein, donc madame vous êtes dangereuse, voilà, et on vous enlève la garde de vos enfants. Donc comment se prémunir? Parce que tout ça est très grave, hein, c'est des erreurs judiciaires qui sont effectivement à l'encontre des enfants. Parce que la mère souffre bien entendu d'avoir perdu la garde, hein, mais les premiers condamnés à mort, c'est les enfants. Hein. Je rappelle quand même qu'il y a 21 enfants qui sont tués chaque année par un parent toxique dans le cadre de violences domestiques. Hein, que donc voilà, après c'est la loterie, hein. Soit votre enfant il meurt parce que son père va le tuer, soit il va s'en sortir mais il sera traumatisé, tout ça, mais c'est pas grave, voilà. Hein, la justice française, malheureusement, il faut garder l'idéologie, la loi du père, le droit du père, etc. On est dans un truc complètement moyenâgeux, on n'est plus dans la romantique, hein, où le pater familias avait le droit de vie et de mort sur sa femme et ses enfants. Bon alors maintenant, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre comment vous prémunir, hein. Comme disait Maître Autrive tout à l'heure, il faut bien entendu se préparer, d'accord. Il y a tout un... comment dirais-je, un tas de choses à faire au niveau de procédures écrites, échanger des lettres et tout avec les experts, mais ça, bon, vous reverrez avec lui si vous avez un souci comme ça, mais il ne faut pas y aller donc ni à l'enquête sociale ni à l'expertise psychologique, les mains dans les poches, vous avez le droit de vous faire accompagner par votre avocat, d'accord, parce que quand vous sortez du bureau, vous ne savez pas ce qu'il va écrire, et si ça va ressembler tout à fait à ce que vous avez dit, d'accord. Alors comment va se dérouler l'entretien? Déjà, vous allez devoir raconter votre vie depuis l'enfance à nos jours. Vous devez raconter toute votre vie en détail, y compris les ex-conjoints, qu'on puisse comprendre quels sont vos rapports avec les hommes, etc. etc. Voilà. Ensuite, donc voilà, je vous donne tout un tas de petits trucs et astuces. Hein. Donc il va déjà ne pas falloir, ce que je vous conseille, hein, c'est de ne pas inciter sur les failles, et que même si effectivement vous avez eu des problèmes, comme tout le monde en a, je veux dire, dans la vie, hein, il faut dire que vous êtes guéri, parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, donc, monsieur connaît votre vie, et que lui va insister là-dessus. Hein, on entend tout ça, bien entendu, en épingle. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est insister sur l'emprise et comment vous en êtes sorti. Bien parler quand même des violences, d'accord, et montrer les preuves, apporter les plaintes. Expliquer que vous êtes accompagné par une association, un psychologue ou un psychiatre. Hein, donc, la victime n'est pas seule, elle n'est pas en plein délire, hein, toujours à ressasser le passé, machin truc chouette. Hein, donc, il faut vraiment bien avoir préparé tous ces entretiens. Donc ne pas essayer de mettre l'expert de son côté, sinon vous vous faites accuser de manipulation. Ne pas utiliser l'empathie avec l'expert, ça ne marchera pas. Hein, ça, le pervers narcissique, lui, il arrive à le faire, mais vous n'y arriverez pas. Alors en plus, il faut se faire aussi accompagner, pour préparer les entretiens, c'est comme un entretien d'embauche. D'accord. Moi, c'est ce que je fais en tant que coach, d'accord. Je prépare les victimes à tous ces genres d'entretiens, exactement pareil que comme pour un entretien d'embauche. Alors au niveau de la prise de parole, hein, la victime est en état de choc post-traumatique, donc elle a souvent un discours incohérent et elle passe du coq à l'âne d'un sujet à l'autre sans logique.
D'ailleurs, c'est ce qu'on a reproché à Caroline, elle part dans tous les sens. Mais moi, effectivement, les victimes, je sais qu'elles partent dans tous les sens, et quand je les reçois, moi, dans mon bureau, pour les aider en coaching par rapport à la préparation de leur dossier ou à leur reconstruction, etc., je fais des séances de 2 heures, donc elle peut partir dans tous les sens pendant 1 heure, et après on passe 1 heure à travailler. Mais je veux dire sérieusement, pour obtenir des résultats et atteindre les objectifs. Mais on ne peut pas faire ça, d'accord, avec quelqu'un qui est un psy ou un enquêteur social et qui est supposé vous juger, parce que c'est comme si vous passiez devant un tribunal. Et ça, on s'en rend pas compte avant d'y aller. Puis la victime aussi veut donner trop de détails, elle remonte trop en arrière, en plus c'est difficile d'expliquer la violence psychologique parce qu'elle est insidieuse. Elle va commencer à partir dans tous les sens, et là elle va passer pour une folle. Alors qu'effectivement, monsieur le manipulateur va arriver, sûr de lui, d'un ton calme, souvent très posé. Il y en a plein qui ont des voix très douces, ils parlent tout doucement comme ça oblige l'autre à tendre l'oreille, ils ont plein de techniques. Et vous n'y arrivez pas, vous êtes bouleversé, vous savez que vous risquez votre vie, la vie de vos enfants, que c'est un enjeu énorme. Vous êtes déjà en état de choc à cause des violences, en plus, deuxième état de choc qui se rajoute, avec effectivement les enjeux de la garde de vos enfants. Donc moi je pense que ce qu'il faut simplement dire, c'est qu'il fait tout pour me contrarier, me rabaisser, me dénigrer, m'humilier, et donner peut-être quelques exemples, mais sans rentrer dans les détails. Oui, tel jour il m'a dit ci, tel autre jour il m'a dit ça, parce que ça c'est ce que font les victimes en général, et que ça, moi quand ils sont dans mon bureau, je les recadre en leur disant excusez-moi, on va devoir passer les choses une après l'autre et tout. Mais attention, le psy judiciaire n'est pas là pour vous aider en tant que psychologue, c'est beaucoup d'erreurs que pensent les victimes. C'est ce que croient souvent les victimes, qu'il va m'aider, le psychologue il va me comprendre, il va m'aider à m'en sortir. Pas du tout, il est là pour vous juger, vous êtes folle, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas en mesure donc d'avoir la garde de vos enfants. Et surtout de garder la place du père, voilà, le père il faut le garder, même si c'est un horrible type qui risque de tuer vos enfants, il faut le garder. Donc c'est vraiment très très compliqué, c'est vraiment un exercice équilibriste de passer ce genre d'entretien. Alors évidemment, je vous ai déjà conseillé de ne pas le demander vous en tant que victime, mais malheureusement, des fois, vous n'avez pas le choix, parce que c'est le juge qui le demande, vu que lui-même n'arrive pas à démêler le vrai du faux, qui est le gentil, qui est le méchant dans le couple, et que forcément, il va demander de l'aide. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, d'accord, c'est que le plus souvent, l'expert que vous voyez, que ce soit l'enquêteur social ou le psychologue judiciaire, n'a pas accès au dossier judiciaire, c'est-à-dire à vos conclusions et tout, et à toutes les pièces. Donc il n'a pas accès au dossier que vous avez mis des heures à constituer, avec des témoignages, des attestations et tout, sauf si le juge le demande, j'ai déjà vu le cas. Donc l'expert psychologue devait avoir accès au dossier. Mais en fait c'est très rare, les cas sont rares. Donc vous arrivez devant quelqu'un, il entend le son de cloche de l'un, il entend le son de cloche de l'autre, il doit faire son opinion. Vu qu'il n'est pas formé, vous voyez bien que c'est compliqué. Et qu'en plus il n'a même pas les pièces et les preuves. Avec quelqu'un qui ne fait que mentir, vous comprenez bien qu'être psychologue judiciaire, c'est pas une sinécure, et qu'en plus on peut avoir des morts sur la conscience. Je le dis pour ceux qui nous regardent éventuellement. Voilà, donc les experts vont se contenter de répéter les versions de l'un et les versions de l'autre, de vous et de monsieur, d'accord, ce qui va constituer en fait un dossier d'expertise ou d'enquête sociale rempli de mensonges à votre rencontre, contre lesquels vous ne pourrez absolument rien faire si vous n'êtes pas intervenu en amont, d'accord. La prévention est très importante. Alors je donne quelques exemples. Une victime, donc une femme victime, qui s'est donc mariée avec un pervers narcissique, qui a une très bonne position sociale, et qui a eu 2 enfants avec lui, et dès qu'elle a eu les enfants, donc il a commencé à lui faire vivre évidemment l'enfer comme d'habitude, et elle a voulu donc divorcer, elle a eu 2 jumeaux, 2 bébés, et il se trouve qu'en fait monsieur savait qu'elle avait eu donc recours à l'IVG lors d'une précédente union il y a 10 ans. Donc il est allé là-dessus, il a monté ça en épingle, d'accord, et il a dit à l'expert psychologue, donc elle déteste les enfants, que c'est une meurtrière qui ne s'occupera pas bien des enfants actuels, qui sont d'ailleurs l'objet de l'enquête. Voilà, donc toute l'enquête a été basée là-dessus. Exemple 2, la mère victime a vécu le décès de son père pendant le temps du mariage. Monsieur va l'accuser de vouloir communiquer avec son père au-delà de la mort, et en un mot de faire du spiritisme, de parler avec son père dans son sommeil, et d'avoir sombré dans la folie morbide. Voilà. Autre exemple, donc monsieur, une autre victime, qui elle s'était reconstruite, elle avait trouvé un nouvel homme qui était très bien, et d'ailleurs que j'ai même rencontré avec elle, et elle avait un enfant avec le manipulateur, donc le manipulateur s'est mis dans la tête de dire aux services sociaux qu'elle était alcoolique. Il leur a tellement bien pris la tête que quand les services sociaux sont venus chez elle, ils ont fouillé partout dans les placards et sous les armoires pour chercher les bouteilles d'alcool. Voilà, on en arrive à des choses comme ça, donc vous devez faire vraiment très 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 attention, d'accord, et vous faire accompagner et répéter vos discours à l'avance. Ça ne doit pas ressembler à du par cœur, mais c'est comme dans un entretien d'embauche, avoir les arguments en tête et bien savoir comment expliquer, et notamment
Il ne faut pas mentir, hein, puisque moi ce que je prône, en fait, ce que je conseille, c'est la contre-manipulation éthique, hein, en disant toujours la vérité, parce que rien n'a plus de pouvoir et de force que la vérité. Hein, donc, mais vous devez donner votre version des faits, et bien revenir sur toutes les choses, en ayant analysé donc, toute l'histoire, avec un spécialiste qui vous accompagne, d'accord? Et donc n'oubliez pas que monsieur le manipulateur connaît votre passé, il connaît votre profil, il connaît votre personnalité, et il va se servir de tout ça contre vous. Ok? Donc ce que vous pouvez dire, pour déjouer le truc, d'accord, c'est mon mari affirme que, ceci, cela, mais en réalité, voilà c'est. Donc il faut prévenir et expliquer, d'accord, aux intervenants judiciaires, ce qu'il est en train de, ce que monsieur en fait est en train de faire, d'accord. Donc, alors surtout, il ne faut pas dire que c'est un pervers narcissique, c'est un manipulateur. Non, il faut montrer la technique, d'accord. Il n'y a pas de méthode miracle. Alors je conclus d'ailleurs en disant ça. Hein, donc, il n'y a pas de méthode miracle. Hein, donc, sur Internet, tout le monde dit voilà, il faut faire ça, les 10 méthodes pour contrer ceci, les 15 méthodes contre un pervers narcissique, ceci, cela. Moi, c'est pas comme ça que je travaille, d'accord. Donc, un coach, c'est pas un gourou, c'est pas quelqu'un qui donne un manuel avec chapitre 1, chapitre 2. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein, donc, voilà, je vous ai donné les principaux pièges à éviter. Hein, le coaching, c'est du sur-mesure pour atteindre l'objectif. Hein. Bon, il ne faut pas rater ces entretiens avec l'expert psychologue et les enquêteurs sociaux. Il ne suffit pas de montrer qu'on est une bonne mère. C'est comme un entretien d'embauche, hein, je répète. Donc ça se prépare avec un spécialiste pour montrer vos points forts et transformer les points faibles en points forts. Voilà, le coach voit les opportunités là où les autres voient des obstacles. Il faut 3 ou 4 séances, c'est tout, pour préparer ces entretiens. Ne vous privez pas de ce luxe. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité capitale. Voilà. Et j'ajoute encore, donc, en tant que président de l'association, j'invite les responsables, les plus responsables du Conseil de l'Europe à visionner nos vidéos d'aujourd'hui, 17 juillet 2019. Voilà, merci de m'avoir écouté.